On va voir qui est cette première révélation. Il a commencé très très jeune. Il est engagé, visionnaire. Vous l'avez forcément entendu défendre la jeunesse, l'Europe et l'innovation. Qui est cette personne? Au moment où je prononcerai son nom, il va révéler son visage et je vais vous demander à tous de faire un tonnerre d'applaudissements. Il s'agit du vice-président du MEDEF national, Fabrice Lesachet. Fabrice. Bonsoir Fabrice. Tu as ton micro ici, on va se tutoyer. Bonsoir à tous. Comment vas-tu Fabrice? Très bien. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands sujets du MEDEF en ce moment? Alors les grands sujets, je ne vais pas rentrer dans l'actualité parce que ce soir, c'est une soirée placée sous le signe de l'optimisme et de l'espoir. Et donc, les quelques mots que je voulais dire en introduction, c'était plutôt à l'égard des jeunes. Parce qu'on entend beaucoup de choses négatives, la fiscalité, la croissance, les retraites, des angoisses. Mais je voulais leur dire que la France, elle a tous les atouts pour réussir. Tous les atouts pour réussir. Et certains, dans les débats publics, disent « Oui, on va quitter la France ». On ne va pas quitter la France. On est ici, chez nous. Et si le MEDEF se mobilise, si le MEDEF combat, c'est pour que vous, tous les jeunes, puissiez réaliser vos rêves, mais vos projets en France. Vous pouvez voyager Erasmus, vous pouvez aller dans d'autres pays, c'est même très bien d'aller se confronter. Mais si vous souhaitez revenir ou si vous voulez créer votre projet en France, il faut que vous puissiez le faire. Et il ne faut pas être contraint à partir pour faire vos projets. Et en France, il y a eu des réussites. L'aéronautique, magnifique réussite française. La mode et le luxe. On dit aujourd'hui c'est facile, LVMH, Kering, mais il y a 30 ans, ces entreprises, c'était quoi? C'était des PME. Elles avaient des concurrents italiens, anglais, allemands, américains. Elles ont réussi à devenir des leaders mondiaux, incontestés, à force d'innovation, à force d'investissement. L'énergie, on a un grand avantage avec l'énergie, monsieur le préfet en a parlé, et ce département est bien placé pour le savoir avec Framatome. L'énergie nucléaire, qui nous permet d'être compétitifs, toutes les énergies. Il y a un grand plan, il y a 6 réacteurs qui sont en train d'être construits pendant qu'on se parle à Penly, par la vision du général de Gaulle qui avait déjà pensé à l'époque avoir des réserves foncières autour des premières centrales. Il y a 1000 personnes à Penly qui sont en train de terrasser et qui donneront l'énergie pour que l'intelligence artificielle puisse fonctionner parce qu'on a besoin d'énergie. La tech, il y a quelques années, dans les études d'Ampignon, les jeunes, majoritairement, voulaient devenir fonctionnaires, ce qui est très bien, on a besoin de fonctionnaires. Mais aujourd'hui, la majorité, c'est l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Et dans ce pays, il y a des révolutions, pas des révolutions violentes, des révolutions silencieuses. La création d'entreprises, niveau record, la tech, et pas qu'à Paris. Je crois que c'était à Mâcon, il y a des plateaux avec des startups extraordinaires, et j'imagine qu'à Chalon, c'est la même chose. Sur tout le territoire, avec des records de levée de fonds. Et donc, ça bouge sur la tech, il y a plein de choses qui se passent en France. Fabrice. Et donc, on peut avoir cet espoir, notamment avec l'Europe, qui est en train de bouger, de changer, qu'on est en train de pousser. L'Europe, c'est aussi important de dire, si Bien vous partez, sûr. ne partez pas trop loin et collaborez avec les pays frontaliers, j'ai envie de dire, ou en tout cas européens, qui sont nos alliés aussi dans cette renaissance, j'ai envie de dire, de l'Europe. En tout cas, je ne sais pas si c'est nos alliés, mais la maille européenne, c'est la bonne maille. On a les États-Unis qui ont fait la révolution numérique. Les grandes capitalisations boursières américaines sont dans la tech. Si vous regardez les plus grandes boîtes américaines, elles sont nées dans la tech. Elles ont 10, 15, 20 ans. Et il faut qu'on ait ce même mouvement. Et la bonne maille, c'est évidemment l'Europe. 450 millions de personnes, 27 pays. Alors certes, on n'a pas toujours les mêmes visions, on n'a pas toujours les mêmes intérêts, mais c'est la force et c'est aussi le caractère absolument extraordinaire de la construction politique européenne, cet espace de liberté, de libre circulation des personnes. Erasmus, il faudrait le faire pour l'apprentissage, des capitaux, des marchandises, l'euro.
on se rend plus compte des acquis européens qu'on a. Fabrice, Et il faut les défendre. pour nos jeunes qui sont là et qui justement sont en train de s'apercevoir le monde est en train de changer, en mutation, certains ont peur, ils se demandent comment ça va se passer. Vous, au MEDEF, vous faites des choses très concrètes. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ces choses concrètes que vous faites déjà dès le collège? Ah, pour l'orientation? Oui, pour l'orientation Ok. professionnelle. Ce qu'on fait pour les jeunes, c'est Tout ça à ce que tu fait, veux dire. tout à Bon. fait. Alors pour les jeunes, il y a plein de choses. Déjà, ce qu'on fait au quotidien, quand on se bat sur des questions de fiscalité ou de retraite, c'est pas des choses qui intéressent pas les jeunes. Parce que les retraites, je vais pas rentrer dans le détail des retraites, je Ça vois fait les ça, yeux, pardon. je vois les gros yeux, fais un U-turn tout de suite. Mais je tiens quand même à le dire, parce que c'est les jeunes qui sont dans cette salle qui un jour peut-être auront pas de pension ou pas de retraite, quand on dépense, quand on s'endette pour des retraites. Vous savez que depuis 2017, et je donne que ce chiffre, la moitié de l'endettement français depuis 2017, sur à peu près 800 milliards, la moitié, 400 milliards d'euros, c'est pour payer les retraites qu'on n'arrive plus à payer avec les cotisations. On n'utilise que 2 tiers des cotisations des travailleurs pour payer les retraites. Et donc ça, c'est un problème pour les jeunes. La fiscalité, si elle est très élevée, si on a des impôts de production en France, plus qu'en Allemagne, en Italie, eh ben, on ne va pas pouvoir produire en France. Si la transmission des entreprises n'est pas possible, comment on pourra transmettre aux jeunes? Il n'y a que 17% des entreprises qui sont transmises en France. Et donc ces combats-là, il ne faut pas penser que les jeunes ils sont absents de ces combats-là. C'est des combats pour le pays, pour l'avenir du pays, donc pour les jeunes. Mais sur les actions qu'on a vis-à-vis des jeunes, l'apprentissage, on est passé de 300 000 à 1 million d'apprentis. D'ailleurs, en ce moment, le gouvernement est en train d'essayer de raboter. On s'est mobilisé parce que l'apprentissage, il y a plein de jeunes qui ont envie de faire de l'apprentissage et c'est une voie exceptionnelle pour trouver un emploi. Les taux d'emploi, quand on a suivi une filière d'apprentissage, 72, 75%. On s'est engagé sur les stages de seconde. L'orientation, vous imaginez qu'il y a quand même un jeune sur 4 en parcours universitaire qui n'a pas un diplôme. Donc il y a des mauvaises orientations. De temps en temps, il y a des jeunes, ils nous le disent. Ah, on a eu ce diplôme et on ne trouve pas d'entreprise. Ben oui, mais si on oriente vers des filières où il n'y a pas de débouchés, ce n'est pas étonnant. On se bat pour qu'il y ait des ingénieurs, on n'a pas suffisamment d'ingénieurs, des femmes, on a lancé Codef pour qu'il y ait des jeunes, des femmes qui se lancent sur ces métiers ou dans ces voies de formation professionnelle. Les journées du patrimoine économique, ça a eu lieu ici en Saône-et-Loire, on fait portes et fenêtres ouvertes pour faire découvrir les métiers. Et là, avec l'éducation nationale, on travaille mieux. Ça a été compliqué pendant longtemps, mais l'orientation est absolument essentielle. Montrer quels peuvent être les métiers, c'est extrêmement important. Alors Fabrice, on aimerait aussi savoir un petit peu qui se cache derrière le vice-président du MEDEF. Faut que j'enlève le Non, hoodies. non, pas jusque-là, merci. Mais plutôt, quel est votre parcours et surtout, qui vous êtes en tant qu'entrepreneur? Et moi, j'ai créé une boîte il y a 10 ans qui fait du trading de produits environnementaux. Donc, c'est sur la transition climatique, tout ce qui est énergie renouvelable, biocarburants, plastique recyclé, émissions CO2. Et donc, c'est une entreprise que j'ai créée et qui travaille en Afrique. Et là aussi, je tenais à dire, parce que les entreprises qui fonctionnent ici, elles sont souvent à l'export, à l'international. L'Europe, c'est 7% de la population mondiale, chiffre que j'évoquais tout à l'heure, c'est 25% de la richesse mondiale et c'est 50% de la dépense sociale mondiale. Okay. Et donc, l'Europe, on doit avoir des modèles économiques, on doit avoir un business plan européen à forte création de valeur pour financer tout ça. Et donc, il faut que nos entreprises fassent de la marge, et on n'en parle pas souvent dans le débat public parce qu'on dit il faut faire de la RSE. Et oui, il faut faire de la RSE, faire des investissements sur le climat, et oui, il faut les faire, etc., sur l'IA. Mais in fine, il faut surtout que nos entreprises gagnent de l'argent. C'est le moteur, c'est essentiel. Si on ne gagne pas d'argent, on ne pourra pas faire face au défi chinois, qui n'est pas seulement un défi des prix bas, qui est un défi d'innovation. On ne pourra pas faire face aux États-Unis. Et si on ne fait pas face, on aura une suggestion économique. Ça veut dire qu'on deviendra dépendant. Ça veut dire qu'on peut devenir même les esclaves technologiques, si j'utilisais un mot un peu fort. Et nous, on veut demeurer libre. On veut avoir des solutions européennes. On veut être tourné vers le monde. Et donc, il faut aller à la conquête des marchés. Et le problème, évidemment, c'est que si on part sur une compétition avec un gros sac à dos et que les autres ont 10 mètres d'avance, c'est dur de passer la ligne d'arrivée en premier. Et donc, à l'échelle européenne et à l'échelle française, parce qu'on a le don de rajouter un supplément crème à l'échelle française, à l'échelle européenne, on est pour une réorientation pro-business, de la croissance. On ne s'en sortira pas sans croissance. Alors, une croissance, évidemment, sur des questions climatiques, de décarbonation, mais une croissance quand même.
Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Là, on a 2 publics, on a des entrepreneurs, On les voit pas très déjà. bien d'ailleurs Ah, d'ici on avec vous les voit lumières. pas, On voit mais personne, on va vous dire. imagine. On a des entrepreneurs, qui sont déjà seniors, qui ont déjà une très belle carrière. On a des jeunes, qui viennent ce soir pour comprendre aussi, le milieu du travail. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller déjà à toutes ces personnes qui sont, des chefs d'entreprise, de TPE, de PME, pour le recrutement des jeunes? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes de faire pour, on a compris que c'était l'entrepreneuriat, mais pour croire en l'avenir et justement pour unir ces 2 générations? Mais je pense qu'ils sont moteurs dans leur projet, hein. Je ne suis pas sûr que les jeunes aient tous une vision très noire de l'avenir. On entend souvent ça. Mais je rappelle que chaque génération a eu ses défis. Chaque génération. Parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui c'est terrible avec l'IA, les fake news, etc. Mais l'IA est l'antidote en même temps. On peut traquer, on peut chasser les fake news grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en matière médicale, c'est des progrès énormes. Et moi, franchement, je suis particulièrement content d'être soigné aujourd'hui et pas il y a 150 ans. Oui, ça, c'est Sur sûr. les antidouleurs, c'est un peu mieux. Et sur les opérations, c'est un peu mieux. Donc, le progrès technologique, mais c'est un combat, un méta-combat très important. On a presque perdu foi dans le progrès technologique. Le progrès technologique est une avancée. Et oui, il y a des moments de friction, mais on peut réguler. L'Australie est en train de réguler l'accès aux réseaux sociaux. Il y a des pays qui mettent des limites. Et donc, on apprend à vivre avec la technologie. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Mais la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ce qu'on en fait. C'est un outil. Et donc, servez-vous des technologies. Il ne faut pas en avoir peur, il faut s'en servir pleinement. Et ce monde, il n'est pas pire que le monde d'avant. Et il faut arrêter d'avoir ce discours pour notre jeunesse. Ils sont dans un monde où il y a des défis, mais c'est par leur engagement qu'ils peuvent les transformer. Je ne suis pas sûr que d'être un jeune en 1939, c'était top, ou en 1913, c'était top, ou en 1870, ou en 1848, ou en 1815, ou en 1793, ou en 1791. Et il y avait des moments un peu violents dans ces périodes-là. Donc, les jeunes qui sont aujourd'hui, oui, il y a des guerres, oui, il y a des conflits, mais il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait des institutions internationales qui stabilisaient les choses. Donc la différence, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une contestation de ces règles internationales, de ce droit international, et donc on rentre dans un monde qui est plus imprévisible, et violent et plus imprévisible. Et ça se rapproche de nous parce qu'on a la guerre en Ukraine et on a des défis que Monsieur le Préfet a rappelés. Oui, alors, vous mettez aussi en place du soutien au mentorat. Est-ce que tu penses que le mentoring, ça peut être quelque chose de puissant, justement? Bien sûr, parce que en fait, des jeunes ont besoin de références. En fait, il y a beaucoup de connexions qui ne sont pas faites. Et le MEDEF est un endroit de connexion, notamment les MEDEF territoriaux. Et ce que font les équipes ici, Fabien et toutes les équipes du MEDEF, c'est assez extraordinaire parce que ça permet, dans une maille très locale, de pouvoir mettre en contact les entreprises avec les jeunes, d'organiser les opérations qu'on conçoit à l'échelle nationale sur un socle, j'allais dire, très concret, très opérationnel de bassin de vie, de bassin d'emploi, de bassin économique. Et donc, il faut se rapprocher du MEDEF, surtout que le MEDEF a une posture ouverte. Et donc, il faut casser de temps en temps les préjugés. Imaginez que c'est qu'un mouvement conservateur, peut-être un peu ringard. Ça peut être l'image qu'on peut avoir par hasard. Non. Mais c'est tout l'inverse parce que qu'est-ce que c'est le MEDEF? C'est des entreprises. Bah oui. Et il n'y a pas une entreprise qui ne se pose pas la question chaque année de ce qu'elle fait, ou chaque mois, ou chaque semaine de ce qu'elle fait pour se renouveler, pour trouver des nouveaux produits, des nouveaux services, quelle va être la prochaine innovation. Et le MEDEF, il doit être le reflet de ça, il est le reflet de ça. On est la France de demain, on est la France de l'avenir, on est la France qui veut produire, qui veut progresser, qui veut créer de la richesse, qui veut donner vie aux projets. Et donc tous les jeunes qui sont ici, s'ils ont des projets, s'ils ont envie de créer, qui se rapprochent du MEDEF et ils trouveront très certainement une écoute et un accueil extrêmement bienveillant et même encourageant et facilitateur. Alors, pour ceux qui veulent ouvrir une entreprise, c'est très clair, le message est très clair. Pour ceux qui hésitent au recrutement d'un jeune et qui a peut-être aussi une sorte de biais en se disant, bon, peut-être que l'IA va remplacer maintenant les stagiaires et la jeunesse. Non. C'est vrai ou c'est faux, ça? Alors, on a eu ce débat-là, c'est pas tout à fait la même chose, mais on a eu ce débat-là sur la robotisation. Okay. À une certaine époque, on disait les robots vont remplacer tout le travail. C'était il y a une quinzaine d'années, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y avait même des candidats à l'élection présidentielle qui disaient mais finalement, pourquoi on s'embête? Il suffit de taxer les robots. C'est vrai, on n'y avait pas pensé, on taxe les robots et c'est réglé, tout le monde est en vacances toute l'année. C'est pas comme ça que ça se passe. Les pays qui ont le taux de robotisation le plus élevé, Chine, Corée du Sud, Singapour, États-Unis, Allemagne, sont les pays où les taux de chômage sont extrêmement faibles.
extrêmement faible. Les pays qui sont peu robotisés sont des pays où les taux de chômage sont élevés. Alors je sais qu'on va me dire que sur les causalités, etc., c'est pas forcément. Mais quand même, c'est curieux. C'est-à-dire que les pays qui fonctionnent bien économiquement, ils mettent des robots. Et ils en mettent beaucoup. Ils robotisent. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est des gains de productivité. Mais c'est beaucoup d'investissement. C'est pour ça qu'il faut que les boîtes gagnent de l'argent. Sinon, elles ne peuvent pas investir. C'est beaucoup d'argent, mais ça permet d'augmenter la productivité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et j'en termine par là. Nous, on n'a pas le choix. On est condamné à ne pas être une économie low cost. On doit être innovant. On doit créer beaucoup par heure travaillée. Et donc, cette IA, c'est la chance, la technologie, c'est la chance des pays qui vieillissent, c'est la chance de l'Europe, plus que de tout autre pays au monde. Et donc, il faut s'en saisir avec des réglementations intelligentes qui ne briment pas. C'est pour ça qu'on se bat à l'échelle européenne. Et il faut s'en saisir aussi, chacun en étant convaincu et en faisant ses ruptures mentales par rapport à ces technologies. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Merci. On peut l'applaudir. Merci.